Je l'ai tuée d'une balle en plein cœur, ma propre sœur, sous les yeux de Paris qui pleuvait ce soir-là comme pour laver le sang de mes mains. Ce n'était pas de la haine pure, non, c'était la dette d'une vie volée, un cri étouffé depuis l'orphelinat où j'avais pourri en croyant être orpheline. Et maintenant, alors que les sirènes hurlent dans la nuit, je me demande si la vengeance est un poison qui tue d'abord celui qui l'avale. Paris, cette ville de lumière qui masque si bien ses ténèbres, m'avait toujours semblé un mirage cruel. J'étais Élise Moreau, abandonnée à l'âge de 5 ans aux portes de l'orphelinat Sainte-Thérèse, nichée dans les ruelles sombres du 18e arrondissement, là où les touristes ne s'aventurent jamais. Les nonnes, avec leurs habits raides comme des armures de pierre, me répétaient que j'étais une enfant de la chance. Pas de parents pour me briser le cœur, juste la solitude comme compagne fidèle. Mais la solitude, croyez-moi, est une maîtresse jalouse qui creuse des plaies invisibles. Chaque soir, après les prières monotones et les repas fades aux soupes aux choux et pain rassis, je me glissais dans le dortoir glacé, entouré de lits vides ou occupé par des ombres fantomatiques d'autres filles brisées. Je dessinais sur les murs écaillés des portraits imaginaires de ma mère, une femme aux yeux verts comme les miens, qui m'aurait chanté des berceuses en français ancien, celles de Verlaine ou de Baudelaire. Mais la réalité était plus prosaïque. J'étais une bâtarde anonyme, un numéro sur un dossier poussiéreux. À 12 ans, j'ai appris à voler des croissants dans les boulangeries voisines pour survivre aux famines morales. À 16, j'ai fui pour les rues, dormant sous les ponts de la Seine où l'eau noire charriait les secrets de la ville. C'est là, dans un café miteux de Montmartre, que j'ai croisé pour la première fois le fantôme de mon passé. Il s'appelait Lucien Duval, un homme aux tempes grisonnantes et au regard d'acier, vêtu d'un costume sur mesure qui criait l'opulence discrète des banquiers parisiens. Il m'a abordé un soir d'hiver 2015, alors que je sirotais un café amer pour me réchauffer les os. « Élise Moreau » demanda-t-il d'une voix qui semblait taillée dans le marbre. « Votre grand-père vous cherche. » Je ris, un rire amer qui fit tressaillir le serveur. « Grand-père » ? Dans mon monde, les ancêtres étaient des légendes pour les riches, pas pour les filles des rues. Pourtant, il insista, glissant une carte de visite gravée en or. Lucien Duval, notaire associé, cabinet Duval et Fils, avenue Montaigne. J'y allais par curiosité, ou peut-être par désespoir. Les hivers parisiens mordent comme des chiens enragés. Le cabinet était un sanctuaire de bois ciré et de livres reliés cuir, imprégné d'une odeur de vieux parchemin et de pouvoir. Duval me fit asseoir dans un fauteuil trop moelleux, et là, il posa sur la table un colis enveloppé de papier kraft, scellé d'un sceau de cire rouge représentant un corbeau aux ailes déployées. Votre grand-père, Henri de Beaumont, est mort il y a 3 jours. Il vous lègue ceci. Il n'y a pas d'autre héritier direct. Du moins, pas légitime. Ces mots planaient comme une brume toxique. Henri de Beaumont, le nom évoquait les chroniques mondaines, un magnate de l'immobilier, propriétaire de tours de verre qui égratignait le ciel de la Défense, un homme qui dînait avec les présidents et collectionnait les Picasso comme d'autres les timbres. Mon grand-père ? L'idée était absurde, grotesque même. J'ouvris le colis d'une main tremblante, révélant une boîte en acajou gravée de mes initiales, EM. À l'intérieur, un médaillon en or avec une photo jaunie de moi bébé, un journal intime relié en velours noir et une lettre cachetée. La lettre, écrite d'une main arthritique mais ferme, disait « Ma petite Élise, le sang ne ment pas. Ta mère, Isabelle, n'est pas morte en te mettant au monde comme on te l'a fait croire. Elle a été assassinée pour protéger notre secret. Lis le journal. Et souviens-toi, la famille est une malédiction que l'on porte en soi. » Mon cœur cognait comme un tambour de guerre. Assassiné ? Par qui ? Et pourquoi m'avoir abandonné comme un paquet indésirable ? Je quittai le cabinet en titubant, le colis sous le bras, et m'enfonçai dans les couloirs du métro, où les lumières fluo clignotaient comme des mensonges. Ce soir-là, dans une chambre d'hôtel bon marché près de Bastille, j'ouvris le journal. Les pages craquèrent sous mes doigts, exhalant une odeur de lavande fanée. Henri y décrivait une vie de duplicité. Sa fortune bâtie sur des spéculations immobilières douteuses dans les années 80, des pots de vin versés à des politiciens corrompus, et surtout, une fille unique, Isabelle, ma mère, qu'il avait élevée dans un cocon de luxe à Neuilly-sur-Seine. Mais Isabelle s'était rebellée, amoureuse d'un ouvrier immigré, mon père, un Algérien nommé Karim, que la famille avait chassé comme un chien galeux. Le journal révélait le premier secret, ma naissance illégitime, cachée pour préserver l'honneur des de Beaumont. Isabelle avait voulu me garder, mais Henri, terrifié par le scandale, l'avait forcé à m'abandonner à l'orphelinat. Pire, des années plus tard, Isabelle avait menacé de tout révéler lors d'un divorce houleux avec un certain Victor Langlois, un cousin éloigné de la famille, un serpent en costume 3 pièces qui gérait les affaires occultes d'Henri. Victor, mordu par l'ambition, avait orchestré son meurtre, un « accident de voiture sur l'autoroute A6, près de Lyon, en 1995. Et moi, j'avais été l'alibi parfait, l'enfant disparu,
le fantôme qui justifiait la folie d'Isabelle. Les mots dansaient devant mes yeux, injectant un venin de rage pure. Victor Langlois. Ce nom résonnait comme une sentence. Je le traquais dès l'aube, via les réseaux sociaux et les archives en ligne accessibles dans un cybercafé crasseux. Il était là, souriant sur LinkedIn, PDG de Beaumont Immobilier, marié à une beauté blonde nommée Claire, et père de 2 enfants parfaits. Mais creusons plus profond. Des articles de presse sur des scandales immobiliers étouffés, des rumeurs de blanchiment d'argent via des fondations caritatives. Victor n'était pas un simple cousin. C'était un caméléon, un homme qui changeait de peau pour survivre. Ma première rencontre avec lui fut un coup de poker. J'infiltrai une gala de charité à l'hôtel de ville, dénichant une robe vintage dans une friperie du Marais. Vêtu de soie noire qui épousait mes courbes amaigries par la faim, je me fis passer pour une journaliste freelance. Monsieur Langlois, dis-je en lui tendant une flûte de champagne, votre fondation pour les orphelins est admirable. Avez-vous une histoire personnelle qui vous motive? Son sourire était un scalpel, affûté, précis. Oh, ma chère, les orphelins sont des âmes pures. Contrairement à certains qui polluent le sang familial. Ses yeux s'attardèrent sur moi, un éclat de reconnaissance fugitive? Non, impossible. J'étais une ombre, pas une menace. Pourtant, cette nuit-là, je rentrais avec plus qu'un scoop, une adresse privée, un appartement haussmannien rue de Rivoli. Et dans le journal d'Henri, une note codée. Victor détient les preuves. Il a forcé Élise à endosser un faux témoignage pour couvrir le meurtre d'Isabelle. Elle a purgé 2 ans en prison juvénile pour vol, un crime qu'elle n'a pas commis. Gánh tội thay người khác. J'avais porté le poids de son mensonge sans le savoir. La rage bouillonnait, un feu qui consumait mes veines. La vengeance? Ce n'était plus un fantasme. C'était une nécessité, un rituel païen sous les cieux pluvieux de Paris. Les jours suivants se muèrent en une toile d'araignée que je tissais patiemment, fil par fil, dans l'ombre des bibliothèques de la Sorbonne et des bars enfumés de Belleville. Victor Langlois n'était pas un homme ordinaire. C'était un maître des illusions, un homme qui avait gravi les échelons de la haute société parisienne en trahissant tout ce qu'il avait porté. Le journal d'Henri dépeignait un portrait nuancé. Victor, orphelin lui-même, adopté par la famille de Beaumont après la guerre, avait juré loyauté à mon grand-père. Mais la cupidité l'avait corrompu. En 1990, lors d'une fusion immobilière avec un cartel corse, Victor avait détourné des fonds, forçant Henri à le couvrir. En échange, il avait promis silence sur les amours interdites d'Isabelle. Mais le pivot de sa duplicité était ma mère. Isabelle, femme de feu et d'idéal, avait découvert les magouilles. Des logements sociaux rasés pour des tours de luxe, des familles expulsées dans la misère des banlieues. Elle voulait témoigner, briser l'empire. Victor, flairant le danger, l'avait piégée. Non pas avec une arme, mais avec la ruse. Il avait falsifié des documents la montrant en train de dealer de la drogue pour financer son amour adultère. Et moi, l'enfant illégitime, j'avais été le bouc émissaire parfait. À 8 ans, on m'avait fait signer, sous menace voilée des nonnes complices, un faux aveu de vol, pour protéger la réputation familiale. J'avais purgé ma peine en cellule, apprenant la haine avant l'alphabet complet. Maintenant, adulte, je voyais clair. Victor n'était pas un monstre isolé. Il avait des alliés. Sa femme, Claire, une ex-mannequin reconvertie en philanthrope, cachait un passé de dettes de jeu effacé par l'argent des Beaumont. Et leur fille aînée, Sophie, 25 ans, une avocate en herbe au barreau de Paris, qui ignorait tout. Où feignait-elle? Je décidai de commencer par elle, la faille dans l'armure. Sous le pseudonyme d'Émilie Laurent, je postulais comme assistante personnelle chez Beaumont Immobilier. Mon CV était un tissu de mensonges. Études à Sciences Po, stage chez un concurrent. L'entretien se déroula dans un bureau vitré surplombant la Seine, où Victor présidait comme un roi sur son trône de verre. « Pourquoi nous, mademoiselle Laurent ?» demanda-t-il, ses doigts tambourinant sur un dossier. Je souris, canalisant la rage en séduction froide. « Parce que votre empire est un modèle de résilience. J'admire les hommes qui transforment les ruines en palais. » Il rit, un son guttural qui masquait son appétit. Embauché sur le champ. Mon premier acte de sabotage fut subtil. Des emails anonymes à la presse, liquant des contrats douteux sur des terrains à Pantin, où des familles d'immigrés vivaient dans des taudis. Les articles fusèrent dans le monde, accusant Beaumont de collusion avec la mafia. Victor réagit comme un animal acculé. Réunion d'urgence, limogeage spectaculaire. Mais il me suspecta vite. Lors d'un dîner d'équipe au Fouquet-S, il m'invita à sa table privée. « Émilie, vous êtes intrigante. Dites-moi, avez-vous des secrets de famille ?» Ses yeux fouillaient les miens, cherchant une faille. Je bus une gorgée de Bordeaux, sentant le vin comme du sang. « Tout le monde en a, monsieur. »
Les miens sont enterrés avec les miens. C'est là que je rencontrai Sophie. Blonde, élancée, avec des yeux bleus qui perçaient comme des lames. Elle était stagiaire au département légal, une princesse en tailleur Chanel. Nous sympathisions vite, café volé entre deux audiences, confidence sur les pressions familiales. Mon père est un tyran, avoua-t-elle un soir sur un banc des Tuileries, sous la pluie fine d'octobre. Il veut que je sois parfaite, comme maman. Je hochai la tête, feignant l'empathie. Et ta mère? Elle endure. Sophie hésita, son regard se voilant. Maman. Elle cache des choses. Des lettres anciennes, un médaillon qu'elle porte toujours. Papa dit que c'est du passé, mais je sens qu'il y a du sang là-dessous. Le médaillon. Mon médaillon? Le doute s'insinua comme un ver. Était-ce possible que Claire sache? Je fouillai l'appartement des Langlois lors d'une soirée arrosée, clé duplicata subtilisée à Sophie. Dans le bureau de Victor, derrière un faux monnaie, un coffre, dossier jauni, photo d'Isabelle ensanglantée sur l'asphalte, et une cassette VHS étiquetée « Isabelle aveu ». Je la visionnais sur un vieux magnétoscope trouvé dans la cave. Ma mère, ligotée, suppliant Victor de l'épargner pour moi. Élise est innocente. Laisse-la en paix. Victor, hors champ, ricanait, elle portera le fardeau. Comme toi. La bande s'arrêtait sur son cri final. La trahison me frappa comme un coup de poignard. Non seulement Victor avait tué, mais il avait fait de moi un fantôme piégé dans son jeu. Je copiais tout, cœur battant. De retour à mon studio exigu, près de République, je planifiais l'escalade. Infiltration réussie, mais Victor louvoyait déjà. Il annula des projets, renforça la sécurité. Lors d'une confrontation feinte au bureau, « J'ai vu des irrégularités, monsieur », il me gifla verbalement, « Les serpents comme vous finissent écrasés ». Mais ses yeux trahissaient la peur. Il savait que le passé remontait, comme un cadavre gonflé par la Seine. Sophie devint mon levier. Je lui glissai des indices, une photo d'Isabelle ressemblant étrangement à Claire jeune. « Regarde ça. Ta mère avait une sœur. » Sophie pâlit, fouillant elle-même. Bientôt, elle me confia, « Papa a un frère illégitime, un secret. Et toi? Tes yeux verts, Émilie. Comme sur cette vieille photo. » Le moment était venu de révéler ma carte maîtresse. Nous nous rencontrâmes au Père-Lachaise, parmi les tombes de Molière et Proust, où les morts murmurent des vérités aux vivants. Sophie, je ne suis pas Émilie. Je suis Élise, ta tante par le sang. Isabelle était ma mère, assassinée par ton père. Les mots tombèrent comme des pierres dans un étang. Elle recula, horrifiée. Mensonge. Papa m'a tout dit. Tu es une opportuniste, une voleuse qui veut l'héritage. La fracture s'ouvrit. Sophie choisit le camp familial, mais une graine de doute germa. Victor, sentant le vent tourner, contre-attaqua. Des détectives privés sur mes traces, mon studio perquisitionné. Paris devint un labyrinthe de paranoïa, où chaque ombre pouvait être un allié ou un bourreau. La tension montait comme la crue de la Seine en printemps, submergée en tout sur son passage. Victor, ce renard rusé, avait retourné la meute contre moi. Les journaux People, Paris Match, Gala, dépeignaient une escroqueuse, traquant les Langlois pour leur fortune. Mon visage, flouté mais reconnaissable, ornait les unes, l'héritière fantôme frappe à la porte des puissants. Sophie, déchirée, m'envoya un message crypté, « Papa dit que tu es dangereuse. Mais les photos. Elles mentent pas, rencontrons-nous. » Nous fixâmes rendez-vous dans un bistrot anonyme du quartier latin, où Sartre avait jadis disséqué l'absurde. Elle arriva essoufflée, manteau dégoulinant de pluie. « Explique-moi tout, Élise. » Sans filtre. Je déballai le journal, la lettre, la cassette. Ses mains tremblaient en touchant le médaillon. Maman savait? Claire. Elle pleure parfois la nuit, murmurant Isabelle. Et moi, je suis ta nièce. Les larmes coulaient, mélange de deuil et de fureur. Pour la première fois, je vis en elle non une ennemie, mais une victime collatérale. Ton père t'a menti à toi aussi. Il a construit son empire sur nos tombes. Sophie jura de coopérer. Accès aux comptes internes, preuve numérique des détournements. Mais Victor anticipait toujours. Le lendemain, Sophie fut internée volontairement dans une clinique privée à Versailles. Burn-out, selon le communiqué. J'appelai, hurlante, mais on me raccrocha au nez. C'était sa tactique signature. Isoler, briser, reconstruire à son image. Furieuse, je passai à l'offensive. À quand les serveurs de Beaumont via un contact underground à Pigalle. Un geek tatoué nommé Marco, payé en cash, je déversai des torrents de data.
email incriminant Victor dans un réseau de corruption avec des élus de la mairie de Paris. Le scandale éclata comme une bombe. Perquisition au siège, Victor convoqué par la brigade financière. Il riposta avec une férocité médiévale. Des brutes masquées me traquèrent dans les souterrains du métro, près de Châtelet. Je m'échappais de justesse, sautant dans un train pour banlieue, le cœur cognant. Caché dans un squat de Saint-Denis, je complotais le coup suivant, une confrontation publique. J'invitais la presse à une confession fictive au Louvre, sous la Joconde, symbole de mystères enfouis. Victor Langlois, face à votre passé. Clamai-je dans un live stream viral. Il apparut, flanqué d'avocats, visage de marbre. Cette femme est une mythomane. Son héritage est un tissu de mensonges pour extorquer de l'argent. Le duel verbal fut un ballet macabre. Je brandis la cassette, diffusée en direct. Les cris d'Isabelle résonnèrent dans les haut-parleurs, faisant taire la foule. Victor blêmit, mais contre-attaqua. Montage grossier. Et cette enfant? Elle a volé, menti, pour se venger d'un abandon qu'elle mérite. La salle se divisa. Murmure de sympathie pour le typhon des affaires, huée pour la victime rescapée. Les féministes criaient « Justice pour Isabelle ». Les conservateurs « Protéger la famille ». Paris, ville des paradoxes, se déchirait en factions. Sophie s'évada de la clinique, aidée par un infirmier corrompu. Elle rejoignit mon camp, mais à quel prix? J'ai trahi papa. S'il l'apprend. Sa voix se brisa. Ensemble, nous frappâmes au cœur. Falsification de documents pour geler les actifs de Victor, dépôt de plainte pour meurtre au parquet de Paris. Les enquêteurs rouvrirent le dossier d'Isabelle, exhumant le corps pour autopsie, ADN confirmant ma filiation. Victor, acculé, montra sa vraie face, il m'appela anonymement. Élise, petite chienne. Tu crois que c'est fini? J'ai des amis au quai des Orfèvres. Un mot, et tu finis comme ta mère. Sa voix suintait le venin, mais j'y décelai une fissure, la peur d'un homme habitué à gagner. Je répondis, viens me chercher, cousin. Ou plutôt, frère, le journal dit que tu es un bâtard comme moi, caché par Henri. Silence. Il raccrocha. Le twist familial le rongeait, nous partagions le même sang souillé. Claire, informée par Sophie, craqua. Elle avoua avoir su pour le meurtre, l'ayant couvert pour les enfants. J'étais terrifié. Victor m'a promis l'enfer sinon. Sa confession, enregistrée, devint la pièce maîtresse. La traque s'intensifia. Victor disparut, laissant des leurs. Faux voyage à Genève, sighting bidon à Deauville. Je le pistai via Marco, traçant son jet privé à un hangar isolé près de Roissy. Là, dans l'odeur de kérosène et de trahison, je le confrontai enfin. Il se tenait dos à la piste d'atterrissage, valise à la main. Tu as gagné une bataille, Élise. Mais la guerre? C'est moi qui l'ai commencée. Il sortit un dossier, preuve que Henri avait commandité le meurtre pour protéger l'Empire. Ton grand-père t'a abandonné parce que tu étais une tâche. Isabelle refusait, il l'a laissé mourir. Le choc me paralysa. Henri, mon sauveur posthume, un monstre? Le journal mentait-il? Non, c'était Victor, le menteur né. Mais le doute s'insinua, empoisonnant ma résolution. Tandis que les hélices d'un hélico grondaient au loin, ses renforts. Je levai mon arme volée, un Beretta froid contre ma paume. Finissons en. Il rit. Tire, et tu deviens comme moi. Le hangar de Roissy était un purgatoire de métal rouillé et d'ombres allongées, où le vent hurlait comme les damnés de Dante. Victor se tenait là, silhouette élancée contre les lumières clignotantes de l'aéroport, un sourire carnassier aux lèvres. Le dossier qu'il agitait était une grenade dégoupillée, page scannée de contrats signés par Henri, ordres verbaux notariés par Duval, preuve que mon grand-père avait non seulement toléré, mais orchestré la chute d'Isabelle. Il voulait un empire pur, sans tache comme toi ou moi. Ta mère était le chaînon faible, Victor, son exécuteur. Les mots me lacéraient, déchirant le voile d'idéalisation que j'avais tissé autour du colis. Pourtant, je vis le piège. Ces documents étaient trop parfaits, datés à la main, sans tampons officiels. Victor, le caméléon, forgeait des réalités. Mensonge, craché jeu, avançant d'un pas. Tu l'as tué pour le pouvoir, pas pour lui. Il haussa les épaules, aristocratique dans sa défaite imminente. Et alors? Le sang de Beaumont coule en nous deux, Élise. Frères et sœurs, bâtards couronnés. Rejoins-moi, on reconstruit ensemble. L'offre était un poison sucré, tentant comme le fruit défendu dans les jardins du Luxembourg. Sophie surgit alors des ténèbres, flanquée de 2 flics en civil, ses contacts au commissariat central. Papa,
Arrête. Les preuves sont là, le procureur attend. Victor pivota, son masque tombant en une fraction de seconde, de prédateur à paire brisée. Sophie, ma chérie. Elle t'a empoisonné. Il bondit vers elle, mais je tirai en l'air, le Beretta crachant un avertissement assourdissant. Les flics le plaquèrent au sol, menottes cliquetant comme un glas. Victor Langlois, vous êtes en état d'arrestation pour meurtre au premier degré, corruption et faux en écriture. Les gyrophares bleus balayèrent la nuit tandis qu'on l'embarquait. Il me fixa une dernière fois, yeux luisants de haine pure. Ça n'est pas fini, Élise. Le sang appelle le sang. Claire, arrivée en taxi, s'effondra en sanglots, serrant Sophie. Moi, je me sentais vide, comme après une tempête qui emporte tout sans laisser de traces. Les médias s'emballèrent, chute d'un titan parisien. Les féministes me portèrent au nu comme une Vénus vengeresse. Les réactionnaires me traînèrent dans la boue comme une parricide. Paris, amphithéâtre éternel, débattait, justice sous vendetta. Les semaines suivantes furent un tourbillon judiciaire. Le procès s'ouvrit au palais de justice, sous les voûtes gothiques qui avaient vu passer Dreyfus et Marie-Antoinette. Victor, en costume impeccable, joua la carte de la victime. J'ai protégé la famille d'une opportuniste. Ses avocats, des requins du barreau, démolirent ma crédibilité, mon passé de rue, mes fantasmes d'héritage. Sophie témoigna contre lui, voix chevrotante. Papa a menti sur tout. Isabelle était innocente. Claire, sous serment, avoua son silence coupable. J'ai choisi la sécurité pour mes enfants. Le jury se divisa. Les débats firent la une. Faut-il absoudre pour le bien de la société? Moi, en témoin star, je décrivais l'orphelinat comme un tombeau vivant, le colis comme une résurrection maudite. Il m'a volé ma vie, j'ai repris la justice. Les flashs crépitaient, me transformant en icône controversée. Des manifestations spontanées, justice pour les orphelins. VS stop à la chasse aux sorcières. Victor, Matois, lâcha une bombe en cross-examination. Élise, n'as-tu pas falsifié le journal pour l'héritage? Preuve montée de toutes pièces, mais semant le doute. Le public se scinda. Certains me voyaient en Antigone moderne, d'autres en Médée assoiffée de sang. Le verdict tomba un soir de novembre pluvieux. Coupable sur tous les counts, 25 ans ferme à la santé. La salle explosa, hurrah, huée. Sophie m'étreignit, c'est fini. Mais Victor, emmené menottes au poignet, murmura en passant, demande à Claire qui a vraiment signé ton abandon. Le verre revint rongé. Chez elle, sous le cristal des lustres de l'avenue Foch, Claire céda. Henri t'a abandonné, oui. Mais c'est Victor qui a convaincu les nonnes de te faire endosser le vol d'Isabelle, pour la discréditer post-mortem. Pire, il avait un complice inattendu, Duval, le notaire, qui avait falsifié le testament pour me léguer le colis comme appât. La vengeance, ce plat français servi froid, avait un arrière-goût amer. J'héritais de l'Empire Beaumont, Tours, compte en banque gonflée, mais à quel prix? Sophie et moi tentâmes une réconciliation fragile, dîner tendu où nous disséquions les ruines familiales comme des chirurgiens. On peut rebâtir, tante Élise, demandait-elle, yeux emplis d'espoir juvénile. Je hochai la tête, mais la nuit, les cauchemars revenaient, le cri d'Isabelle, le rire de Victor. Puis, le twist frappa comme la foudre sur la tour Eiffel. Une lettre anonyme glissa sous ma porte. Le vrai tueur n'est pas Victor. Lis ceci. À l'intérieur, un extrait d'acte de naissance. Sophie n'était pas sa fille, mais la mienne. Isabelle, enceinte de Karim, avait accouché de jumeaux, moi et une sœur, échangés en secret par Victor pour couvrir le scandale. Sophie, mon sang, élevée par l'assassin. Le monde bascula. Était-ce vengeance ultime de Victor, ou vérité libératrice? La révélation de la lettre me cloua sur le parquet ciré de mon appartement haussmannien, fraîchement acquis avec l'héritage, un palais vide où chaque écho rappelait l'absence. Sophie, ma sœur? Non, ma jumelle, volée dans le berceau par les griffes de Victor pour effacer la double tache sur l'écusson des Beaumont. L'acte, tamponné par une maternité obscure de Lyon, portait la signature d'une sage-femme soudoyée. Et Henri, il avait su tolérer pour préserver la lignée. La trahison culminait en un abîme sans fond. Non seulement on m'avait arraché à ma mère, mais on avait scindé mon âme en deux, élevant l'autre moitié dans le luxe empoisonné du mensonge. Je confrontai Claire le soir même, dans son salon aux rideaux de velours où l'air puait le Chanel numéro 5 et le regret. C'était pour son bien, balbutia-t-elle, se tordant les mains comme une madeleine repentante. Victor a dit que les jumeaux étaient maudits, fruits d'un amour prohibé. Il a payé la clinique pour l'échange. Ses aveux coulaient comme un vinaigre. Elle avait fermé les yeux,
bercée par les promesses de fortune. Sophie, apprenant la vérité lors d'une réunion familiale forcée, moi, elle et les fantômes, s'effondra en un hurlement primal. « Je suis toi ou rien ?» Nous nous embrassâmes, sanglots mêlés, mais la fracture était irrémédiable. Qui étions-nous, sinon des échos déformés d'Isabelle? Victor, depuis sa cellule à la santé, orchestrait encore. Via un avocat véreux, il m'envoya un message. « Rejoins-moi pour le dernier acte. » Sophie est le prix. Il menaçait de révéler publiquement notre lien, transformant notre triomphe en soap-opéra sordide, les jumelles maudites des Beaumont. Les tabloïds en feraient leur chou gras, ruinant Sophie, avocate montante. Ou pire, il avait des preuves que j'avais manipulé les flics, des emails forgés pour me faire tomber avec lui. Le chantage était un étau, liberté pour lui, ou enfer pour nous. Paris, complice éternel, devint le théâtre de ma décision finale. Je visitais Victor en parloir, séparé par une vitre blindée froide comme la justice française. Finissons en, dis-je, voix d'acier. Que exiges-tu? Il sourit, lèvres minces comme des lames. L'héritage. Tout. Et en échange, je disparais, amnistie, exil en Suisse. Ses yeux brillaient d'une folie calculée. L'homme qui avait tout perdu voulait tout reprendre. Ou je dis au monde que tu es une menteuse, une sœur incestueuse qui a piégé son propre sang. Le mot incestueuse claqua comme un fouet. Non, nous n'avions rien fait, mais la rumeur suffirait à nous noyer. Sophie, à mes côtés via visio depuis son bureau, supplia « Ne cède pas, Élise. On est plus forte ensemble. » Mais la tentation rôdait. Abandonner l'Empire, effacer le passé, laisser Victor pourrir. Non. La vengeance n'était pas un marché, c'était un sacrifice. Je refusai, brisant le silence par un appel anonyme au directeur de la prison. Langlois prépare une évasion. Vérifiez ses visites. Les fouilles révélèrent un téléphone planqué, des plans de corruption. Condamné à perpétuité, il hurla au téléphone. « Tu paieras, Élise. » Le sang nous lie. Le climax survint une nuit d'hiver, sous la pluie battante du boulevard Saint-Germain. Sophie et moi dînions chez Lippe, cherchant à recoller nos vies éclatées, foie gras et confessions chuchotées. Puis, un appel. Élise Moreau. Brigade criminelle. Victor C. Suicidé en cellule. Note. Pour mes filles, pardon. Le monde s'arrêta. Suicide? Ou meurtre orchestré par ses amis pour le faire taire. L'autopsie fut ambiguë. Strangulation déguisée en pendaison. Paris spécula. Vengeance divine ou purge interne. Le twist final nous frappa comme un coup près. Dans ses effets personnels, une lettre à nous deux. Mes jumelles chéries, j'ai volé votre mère pour vous sauver d'un père fantôme. Karim, un terroriste lié à des attentats des années 90. Henri m'a forcé à le couvrir. La vengeance vous a rendu orpheline 2 fois. Vivez. Était-ce vrai? Karim, mon père, un monstre? Des recherches hâtives révélèrent des ombres, arrestations occultes, liens avec le GIA. Le doute empoisonna tout. Avions-nous vengé un ange ou un démon? Aujourd'hui, 1 an plus tard, Sophie et moi gérons l'Empire réformé, immobilier social à Pantin, fondation pour orphelins. Mais les nuits, je marche le long de la Seine, où les lumières dansent sur l'eau noire. La vengeance m'a libéré ou enchaîné. Les lecteurs, car j'ai écrit ce récit, anonyme mais best-seller, se disputent, héroïne ou parricide. Justice poétique ou cycle infernal. Paris, indifférente, continue de briller. Et moi, Élise de Beaumont, je porte le colis comme une croix. Le sang ne ment pas, mais il trompe souvent. Fin.